Alors, je vais appeler Anne-Elisabeth Lumeau-Feucheux, qui est directrice du groupement de défense sanitaire du centre Val-de-Loire, Marie-Cécile Damave, qui est responsable innovation et affaires internationales à Agridé, Didier Poivret, qui est rhumatologue au centre hospitalier régional de Metz et représentant de la CPTS. La CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, on est véritablement sur une unité géographique donnée et qui est membre également de France for One Health. Michel Maillat, malheureusement, le maire de Tramail, ne pourra pas venir parce qu'il a la grippe. Donc, on va l'avoir, mais très gentiment, il nous a proposé de l'avoir en vidéo, donc on l'aura en visio tout à l'heure. Et puis Joël Limousin, qui est ancien vice-président de la FNSEA, vice-président du FMSE, chargé des risques sanitaires. Là, l'objectif, justement, c'est ce que disait Emmanuel Soubeyran tout à l'heure, c'est de développer cette culture qui devrait être une culture qui est très présente dans les pays anglo-saxons, mais qui ne l'est pas dans les pays comme le nôtre, qui est celle de la success story. Dire montrer qu'il y a des choses qui se font, montrer qu'il y a des choses positives, montrer qu'on peut y arriver, et pas simplement rester dans son coin à se dire, en fin de compte, il ne se passe rien et tout ça. Il faut donner des idées à nos contemporains, et je pense que c'est justement en montrant des exemples positifs qu'on arrive à entraîner des énergies et faire en sorte de faire bouger les choses. Marie-Elisabeth, je vous passe tout de suite la parole. Alors, expliquez-nous, ça c'est important, aussi ce que c'est que les GDS, parce que on a j'ai un guide comme ça avec 95 pages d'acronymes qui concernent la santé humaine. Je pense que vous n'allez peut-être pas en avoir autant, mais peut-être autant dans l'agriculture. Vous imaginez quand on mêle tout ça, on ne sait plus vraiment bien où on en est. Bonjour à tous. Donc, bonjour Monsieur le Président. La structure que je représente aujourd'hui, donc Groupement de défense sanitaire, alors c'est un mot déjà qui a l'air de parler à tout le monde, puisque sanitaire, c'est la partie santé. Et effectivement, alors je me retrouve extrêmement bien dans les propos qui ont été faits auparavant, puisque c'est une structure qui existe sur la défense et la lutte, la prévention contre les maladies animales. Donc on est en santé animale. Ce sont des structures qui ont été montées suite à plutôt Seconde Guerre mondiale. Et alors je vais essayer d'être très pratico-pratique, parce que mon travail aujourd'hui, de la part de France for One Health, c'est d'essayer de donner des exemples. Donc je vais vous donner des exemples de tous les jours. Donc en fait, les structures ont été montées puisqu'on n'arrivait pas à éradiquer la tuberculose. En général, tout le monde connaît la tuberculose qui croise donc évidemment une tuberculose bovine et la tuberculose humaine. Donc on est bien dans le One Health, avec aussi une contamination de l'environnement. Et on avait des transmissions homme-animal, animal-homme dans les deux sens sans arriver à éradiquer. On avait toutes les sociétés savantes que vous venez d'avoir, puisqu'elles datent quand même de Louis XV, mais on n'arrivait pas à éradiquer. Et on avait des services de l'État qui mettaient beaucoup d'énergie. On avait des vétérinaires sur le terrain, puisqu'à l'époque, on en avait encore beaucoup. Et on n'arrivait pas à éradiquer. Pourquoi ? Et c'est exactement ce que Mme Soubeyran a indiqué, ou que Madame a indiqué aussi tout à l'heure. C'est en fait, c'est très bien d'avoir les idées. Le tout, c'est qu'elles soient appliquées. Donc en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les structures agricoles qui étaient autour de la table, donc les structures de l'État, les vétérinaires et les chambres d'agriculture qui existaient depuis déjà quelques temps, on dit il nous faut un organisme indépendant qui puisse, alors j'aime bien cette image, porter la bonne parole. C'est vraiment, vous allez dans toutes les campagnes, dans tous les cantons, expliquer ce qu'est la maladie, expliquer comment elle se transmet, expliquer quelle est la prévention et la lutte. Je fais une image simple. Vous avez une maladie qui est assez connue parce que c'est traditionnel, la maladie du charbon. La maladie du charbon, en fait, qu'est-ce qui se passait ? C'est les cadavres étaient enterrés dans les champs. Et en fait, comme c'est une bactérie qui restait longtemps dans le sol, en fait, vous aviez une recontamination des animaux qui pâturaient. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste arrêter d'enterrer les animaux dans les champs. Vous voyez, comme pratique.
D'où l'entrée équarrissage et compagnie. Mais donc en fait, notre travail, donc les groupements de défense sanitaire, il en existe un dans chaque département français, métropole et outre-mer, et donc des structures. Donc moi, je représente la structure régionale de la région Centre-Val de Loire, qui est pas très loin de Paris, même si elle est hors Paris. Et donc, vous en avez une structure régionale, une structure française, donc GDS France, et une structure européenne, puisque on travaille pour le monde agricole, et donc les lois sont émises auprès de l'Europe. Donc ça, c'est la présentation de la structure. Santé animale, et puis, très naturellement, j'espère que vous le faites tous, d'acheter des produits qui sont transformés à la ferme, c'est-à-dire du fromage fermier, c'est-à-dire des saucisses, des pâtés. On est sur de l'hygiène alimentaire. Donc en fait, nos structures font aussi du conseil et de l'accompagnement en hygiène alimentaire. Donc on est directement entre la partie agricole et la partie santé humaine. Voilà, ça c'est le contexte. Après, sur le propos d'aujourd'hui, c'était de dire les concepts de One Health, il faut les décliner. Je continue directement. Hein. Les concepts de One Health, il faut les décliner. Je pense qu'il y a des exemples qui ont été cités. Je ne reviendrai pas sur la grippe aviaire, sur la vache folle, enfin l'ESB. Je ne reviendrai pas sur ces grandes épidémies. Je vais essayer de revenir justement sur ce que Madame expliquait tout à l'heure. Il y a eu la leptospirose qui me parle beaucoup, puisque nous on travaille avec l'ensemble des agriculteurs, quelle que soit leur production d'animaux de rente, dont les pisciculteurs. Et un pisciculteur, il est exposé tous les jours au milieu agricole en eau douce. Voilà, on est sur des pisciculteurs de bassins ou d'étangs, ils mettent les 2 pieds dedans, c'est le cas de le dire, et donc ils sont en contamination. Et ben, on a encore des pisciculteurs qui sont contaminés, et les médecins ne savent pas ce que c'est. Il y a une errance médicale en fait face à ça, et donc on a une aggravation, alors que, comme disait Madame, ben, effectivement, dès qu'on met un traitement, ça pourrait aller plus vite. J'ai un autre exemple qui est une maladie que vous connaissez peut-être moins, qui est pourtant très vieille, la fièvre Q. C'est une maladie qui est transmissible entre les ruminants et l'homme. C'est une maladie qui existe quand même un tiers des cheptels bovins et la moitié des cheptels caprins. C'est pas anodin comme épidémiologie. C'est une épidémiologie une maladie pour laquelle on vit avec en élevage. Par contre, on a des contaminations humaines. Les contaminations humaines, alors ça crée des avortements chez les femmes enceintes, comme pour les animaux. Mais ça crée aussi d'autres problèmes chez les hommes comme chez les femmes, parce que souvent on oublie la partie homme sur la fièvre Q. Ça fait une petite anecdote. Dans un couple d'éleveurs, Madame disait, j'en ai marre, mon mari, à chaque fois qu'il y a les périodes de mise bas, donc élevage caprin, il est toujours fatigué, comme s'il n'avait pas envie de faire les vélages, enfin les mises bas. Mais vous voyez, elle l'accusait en fait. Elle lui disait quand même, il est toujours fatigué. Et en fait, non, ça faisait juste 5 ans qu'il était malade de la fièvre Q et que personne ne l'avait détecté et qu'en fait, il avait cliniquement les symptômes puisqu'en fait, l'excrétion est maximale au moment de la mise bas. Et c'est typique de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire connaître la partie santé animale. Nous, on la connaît très bien, on vit avec, en l'occurrence, sur cette maladie. Par contre, le croisement avec la maladie humaine, en fait, est mal connu. Alors, je vais citer le collègue de la DRAF Centre-Val de Loire qui est présent, donc qui nous a incité notamment dans un projet qui s'appelle le PRSE. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit ce que ça recouvre. Donc, chaque région de France a un plan régional qui couvre justement ce champ santé animale, santé humaine et environnementale. Et depuis quelques temps, donc les structures, les GDS, sont pilotes de 2 actions pour la région Centre-Val de Loire. Hein. La première action, c'est la communication, ce que je viens de vous donner comme exemple, la communication entre santé humaine et santé animale. Alors c'est vrai qu'on est moins sur l'environnement sur cette partie-là, mais on met les acteurs autour de la table et on va essayer de les faire parler entre eux, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. On va avoir aussi dans cette activité une présentation de... Comment dire ? J'ai bien aimé tout à l'heure, il y a des réels impacts et un impact économique. Dans cette partie, il y a aussi dire, voilà, il y a la science, c'est très bien, mais nous, notre travail, c'est d'être concret auprès des éleveurs. Et le travail des médecins, c'est d'être concret auprès de leurs patients. Voilà, il faut qu'on fasse du concret. C'était l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Il y a des concepts, mais nous, notre travail, c'est d'être très concret dans la vie de tous les jours de notre région. La deuxième partie, c'est plutôt sur l'antibiorésistance.
et la partie antiparasitaire. Classiquement, les animaux sont traités avec un antiparasitaire parce que dans le cycle d'élevage, en fait, vous avez des périodes à risque. Je parle sous le contrôle de tous les vétérinaires qui sont dans l'Assemblée. Dans le protocole d'élevage, on avait des agriculteurs qui faisaient systématiquement ces traitements. Notre travail depuis déjà longtemps, c'est de dire, alors c'est facile pour l'antibiotique, maintenant tout le monde connaît la ritournelle, c'est pas automatique, et ben l'antiparasitaire non plus. Ça veut dire qu'on va raisonner, on va financer des copros pour pouvoir adapter et faire un traitement antiparasitaire, premièrement s'il y en a besoin, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas, il n'y en a pas forcément besoin, et un traitement qui soit adapté. Voilà, donc notre travail, c'est vraiment aux côtés des vétérinaires libéraux, de l'État, de pouvoir mettre en place des protocoles qui soient adaptés, autant en prévention. Donc, j'écoutais Madame Soubéran tout à l'heure qui disait, effectivement, nous, on fait des PCR en mélange depuis 50 ans, 70 ans, avec des laboratoires vétérinaires. Et c'est pas depuis la PCR, pardon, excusez-moi, je suis lancée. Mais voilà, ça fait partie de notre quotidien et en masse, effectivement. Donc, c'était étonnant pour nous de voir ces réactions pendant la période de Covid. À l'inverse, on a aussi des protocoles qui ne sont pas adaptés à la santé humaine. En général, ça sourit quand je parle de cette partie-là. Prévention, surveillance, on peut se parler assez facilement. Lutte, on n'est pas sur les mêmes choses. Ça a été dit tout à l'heure, les choix qui se font en santé animale, on est sur... alors quand on appelle ça très politiquement correct, on appelle ça maintenant dépeupler. Dépeupler, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire tuer les animaux. Donc je vous le dis à vous, mais dépeupler, c'est ça. Ça veut dire que face à une maladie animale, les impacts économiques, les impacts de santé animale ou les impacts de santé humaine sont puissants. Et donc les agriculteurs, dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un abattage de leur cheptel. Alors c'est connu pour la partie tuberculose, c'est connu pour la grippe aviaire, puisque vous en avez entendu parler, mais c'est vrai pour d'autres maladies qui sont uniquement des maladies animales, parce qu'on évite une contamination entre cheptels. Alors, prévention, surveillance, c'est un vrai job qui peut être facilement discuté. La lutte, effectivement, on n'est pas sur les mêmes échelles. Est-ce que ça répond à votre sollicitation ? Parfaitement, parce que je pense que vous avez un rôle essentiel. Et encore une fois, on a une connaissance justement de ces structurations sanitaires du monde agricole qui est extrêmement frustre. Et donc, on ne pourra avoir un dialogue avec les autres parties prenantes et avec les citoyens et les élus locaux qu'à partir du moment où tout le monde comprendra comment peuvent s'articuler les différentes structures les unes avec les autres et ce qu'elles peuvent surtout mutuellement s'apporter. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un peu dans cette direction-là que je militerais, entre guillemets, pour qu'on aille, c'est-à-dire plutôt, non pas une approche par spécificité, mais une approche par contribution. C'est-à-dire savoir comment un GDS peut contribuer avec une ARS, avec une CPTS, avec... on a utilisé que des acronymes, là. Donc une agence régionale de santé, une communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà, comment on peut travailler ça, une intercommunalité, pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés à ces questions qui sont des questions absolument essentielles. En petit exemple, effectivement, le travail qui est fait sur la région a permis que, justement, en cas de dengue importée, vous avez une désinsectisation, en fait, autour du cas. Alors, quel que soit le territoire qui est couvert, vous avez une désinsectisation qui est organisée. Et en fait, c'est tout bête, mais une désinsectisation, ça touche les abeilles. Et donc, du coup, dans le travail collectif qui a été fait, c'est de dire, lorsqu'il y a une désinsectisation qui est pure ARS, voilà, c'est organisé, c'est bien acté, ça se fera de toute façon. Notre travail, l'information nous arrive pour qu'on explique aux apiculteurs qui sont sur zone de retirer leurs ruches. Vous voyez, on est sur quelque chose de très simple. Mais en fait, voilà, on permet aussi que les ruches ne soient pas affectées, parce que je vous confirme, quand on désinsectise, ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est des petits exemples qui font que, effectivement, sur les territoires, vous avez une déclinaison de l'idée de One Health sur du concret, quoi.
Par contre, je suis d'accord avec vous sur la partie, tout à l'heure j'ai cité la fièvre Q, on a cité la leptospirose, il y a beaucoup de maladies comme ça pour lesquelles on a un bâton de pèlerin à faire entre médecine et partie santé animale. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Je vais passer la parole tout de suite à Marie-Cécile d'AMAV. Quelles sont les actions d'Agridé? D'abord, qu'est-ce que c'est Agridé? Et puis, quelles sont les actions? Et en termes de réalisation concrète, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu avancer? Merci beaucoup. Alors, voilà, je crois que c'est bon à cette distance-là. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation à intervenir aujourd'hui. Alors, Agridé n'est pas aussi vieux que l'Académie d'agriculture. 1867, voilà, on change de siècle. C'est déjà pas mal. Donc, une structure qui est en fait une association. On a un statut d'association reconnue d'utilité publique. On a été créé par des agriculteurs et pour des agriculteurs. Et Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Donc entreprise, voilà, j'ai entendu plusieurs fois le mot économie depuis tout à l'heure, et c'est vraiment un axe sur lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre de nos travaux qu'on a fait sous forme d'un groupe de travail, d'une publication. Aujourd'hui, un deuxième groupe de travail en route sur qu'est-ce que c'est que One Health et comment se positionnent finalement les agriculteurs en tant que chefs d'entreprise dans les territoires au cœur de cette approche. C'est ça notre réflexion. Et l'idée, en fait, c'est d'éclairer justement les acteurs du monde agricole en tant qu'acteurs économiques, les sensibiliser au sujet, parce que déjà, c'est un sujet qui est très peu connu dans notre secteur. Et puis, en fait, les responsabiliser, que chacun puisse prendre ses responsabilités dans les territoires au service de toutes les santé. Prendre conscience du rôle qu'on a à jouer et puis responsabiliser chacun pour une démarche collective au service de toutes les santé. Alors, je suis ingénieur agronome, donc plutôt sensible à la santé des plantes, voire des sols, mais pas beaucoup des animaux ni des humains. Voilà. Et donc, grâce finalement à l'Académie d'agriculture en 2020, juste avant le confinement, l'Académie m'avait invité à animer une table ronde dans un colloque qui positionnait justement la santé des plantes. Et Arlette Laval était présente. Donc le titre, c'était Santé du végétal, une seule santé et un seul monde. Et donc ça m'avait vraiment marqué. Et évidemment après, voilà, il y a eu la pandémie, les réaction du monde vétérinaire par rapport au monde de la santé humaine, par rapport à la gestion du Covid, etc. Donc j'ai continué à réfléchir à ce sujet-là. On a mis en place un groupe de travail qui justement cherchait à positionner les agriculteurs et le rôle des agriculteurs au service de toutes les santé. On a publié une note finalement issue des réflexions de ce groupe de travail, une note de think tank avec une analyse de la situation, justement du positionnement du monde agricole par rapport à toutes les santé, avec une optique une seule santé. Il y a exactement un an maintenant, qu'on a commencé à diffuser au Salon de l'Agriculture l'année dernière. Nous avons organisé un événement, une conférence dans nos locaux à quelques rues d'ici, où d'ailleurs je vois que le docteur Bauer est présente. Et elle était l'une des deux grands témoins en tant que présidente du syndicat des médecins libéraux, aux côtés du président du syndicat des vétérinaires libéraux, et donc qui était donc grand témoin de cet événement. L'idée, c'était justement la success story, c'est tout à fait ça, c'est montrer les choses qui marchent, les initiatives collectives dans les territoires, qui impliquent les acteurs du monde agricole, qui ont pris cette conscience de lien entre les différents compartiments de la santé et de leur rôle pour faire tourner les choses dans le bon sens. Depuis, on a continué à travailler le sujet. Et en fait, on a mis en place un deuxième groupe de travail qui cherche à décliner une de nos propositions qui était d'élaborer un score One Health au niveau d'un territoire. Le titre de notre publication de note de think tank 2024, c'était One Health, une seule santé, augmentée territoriale avec les agriculteurs. Donc l'idée, c'était d'augmenter en fait la vision, notamment avec la dimension de santé économique, mais aussi l'augmenter au sens de la data, au sens du numérique, puisqu'on comprend bien que pour améliorer un état de santé, on a besoin de bien connaître le point A pour imaginer une trajectoire pour aller au point B.
on ne peut améliorer que ce que l'on mesure, évidemment. Et si on le mesure, on a besoin de données, on a besoin de data. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème d'accès aux données et de quelles données on a besoin, qui les fournit, pourquoi faire, à qui c'est utile, pourquoi en faire. Donc toutes ces réflexions-là, on les a dans un deuxième groupe de travail qui est en place depuis un certain nombre de mois maintenant, où en fait on cherche à la fois à trouver des territoires qui sont volontaires, qui ont envie de construire quelque chose, justement dans cet esprit One Health, qui n'est pas forcément formalisé sous l'étiquette One Health de leur part, mais qui en fait se rendent compte que leur démarche, elle est bien dans ce cadre-là. Et donc là, j'ai 3 exemples à donner. Donc 3 territoires qui se sont montrés vraiment intéressés et qui ont déjà mis en place un certain nombre d'actions. Le premier, c'est la Saône-et-Loire. Alors, il y a un tropisme vers la Bourgogne-Franche-Comté. En Saône-et-Loire, la Chambre d'agriculture est très intéressée et un élu agriculteur-éleveur est dans ce groupe de travail Score One Health territorial et cherche à axer en fait la stratégie de la nouvelle chambre d'agriculture, puisque vous savez que les élections des hauts chambres d'agriculture ont lieu en ce moment. Donc voilà, c'est un moment politique, mais une fois le nouveau bureau installé, voilà, ce sujet fera partie, sera discuté en fait sur ce territoire-là. J'ai été invitée à en parler, à expliquer nos travaux. Il y avait un certain nombre d'élus qui étaient présents, députés, préfets et responsables du territoire. Il y a une vraie prise de conscience au croisement justement santé végétale, puisque il y a des productions de grandes cultures, de viticulture, il y a énormément d'éleveurs, bien sûr essentiellement des ruminants, et puis bien sûr la santé humaine est impactée tous par le changement climatique, c'est clair. Deuxième exemple de territoire, j'ai été invitée au PETR, un autre acronyme, Pôle d'équilibre territorial et rural, Figeac, Quercy, vallée de la Dordogne, donc au nord du Lot, donc un territoire complètement différent, mais qui travaille depuis maintenant 4 ou 5 ans, bon pareil, depuis la pandémie de Covid, sur la notion de bonheur local brut. C'est une notion qui est conduite donc par cette autorité locale et qui a conduit en fait les acteurs du territoire. Alors ils ont pas pris l'entrée agriculture au départ, mais c'était vraiment les élus et les associations qui sont rassemblés en collectif en fait sur ce territoire et qui cherchent à définir ce qui fait société en fait, qu'est-ce qu'ils partagent comme valeur sur ce territoire-là, qu'est-ce qui fait qu'ils ont un bien-être, une bonne santé, un bien-être que ce soit économique, sanitaire, voilà. Évidemment les problématiques de télétravail avec les urbains qui vont travailler à la campagne, les élus locaux, etc. Voilà, ça fait partie des sujets. Ils travaillent très sérieusement sur ce sujet avec différents professeurs de l'Université de Toulouse 1. Et ils vont nous présenter concrètement leurs travaux dans la prochaine réunion de notre groupe de travail qui sera au mois de février. Dernier exemple de territoire et qui est assez récent, en fait c'est la Champagne. Les producteurs, les vignerons de Champagne. Alors c'est intéressant de voir que évidemment l'alcool n'est pas toujours très bon à la santé, mais les producteurs de vin, et en particulier de vin de Champagne, s'intéressent beaucoup à ce sujet-là et en fait vont axer leur prochaine conférence d'Assemblée générale du mois de mars sur ce sujet, précisément une seule santé, en prenant le croisement santé de la vigne, santé des humains qui travaillent dans les vignes et tout ce qui est démarche RSE, ESG, des entreprises qui sont des entreprises champenoises et qui cherchent à répondre à ces questions sociétales, sanitaires, environnementales et économiques, bien sûr, pour le bien de tous. Voilà, donc des exemples très différents, des prismes très différents, mais en tout cas, pour nous, il s'agit une opportunité, je pense, pour en tout cas le monde agricole de montrer le sérieux avec lequel nous nous emparons de ces sujets au service de tous. Merci beaucoup Marie-Cécile. On va faire le pendant avec justement les professionnels de santé et je me tourne vers Didier. Didier Poivret, tu es rhumatologue et membre d'une CPTS donc.
Et comment les professionnels de santé peuvent participer, contribuer et prendre en compte les objectifs de... Bonjour, merci de me donner la parole et de m'inviter dans un lieu aussi prestigieux pour représenter les CPTS, c'est-à-dire nous sommes à la base, sur le terrain. Les CPTS, comme tu l'as dit, ce sont les communautés des professionnels d'un territoire de santé. Ce sont des structures qui ont été créées au XXIe siècle. Nous sommes donc tout à fait récents et donc très jeunes. Et ce sont des structures qui regroupent les médecins, spécialistes ou généralistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les médecins traitants, mais également les infirmières de pratique avancée ou infirmières libérales, les pharmaciens, les ergothérapeutes, les diététiciennes, les kinésithérapeutes, etc. Enfin bref, tous ceux qui sont des professionnels de santé et qui s'intéressent ou qui s'occupent des patients pour essayer d'améliorer leur santé. Dans nos professions, et en particulier dans le monde médical, nous venons d'assez loin pour aborder One Health. Nous, médecins, nous faisons le bien. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire que nous faisons quelque chose de mal, voire qui accentue l'apparition de maladies. Or, tel est le cas. Les hôpitaux se sont mis à mettre en place des programmes d'éco-prescription, éco-respect, etc. Mais nous sommes en train maintenant de prendre conscience de ces problèmes et de les prendre à bras-le-corps. Parce que, encore une fois, nous n'avons pas tout à fait cette mentalité, cet état d'esprit. Nous pensons que nous faisons toujours le bien. Ça n'est pas toujours le cas. C'est assez difficile de s'en rendre compte, mais c'est comme ça. Deuxièmement, nous sommes dans nos professions, malheureusement, très structurés en silos. C'est-à-dire que les médecins et les pharmaciens, par exemple, communiquent, mais pas toujours facilement. Avec les infirmières, pas toujours facilement non plus. Or, nous assistons actuellement à une explosion de maladies chroniques, lesquelles nécessitent non seulement un traitement médical, c'est le rôle du médecin, mais aussi bien souvent des changements de mode de vie. Il faut donc avoir des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des ergothérapeutes, ce que nous ne savons pas forcément bien faire. Moi, je suis rhumatologue, on s'intéresse à l'ostéoporose, c'est-à-dire à la décalcification des personnes âgées. Je vais dire à quelqu'un qui vient, madame, il faut prendre 1,2 g de calcium dans votre alimentation. Il est peu probable que ça aboutisse à un changement réel. Et je ne sais pas, ou en tout cas moins bien qu'une diététicienne, demander à la patiente et prendre le temps de le faire, comment elle mange, est-ce qu'il y a réellement suffisamment de calcium dans son alimentation ou pas, et comment elle peut faire pour faire en sorte qu'elle ait effectivement un apport de calcium suffisant. Or, notre traitement sera moins efficace s'il n'y a pas suffisamment de calcium dans l'alimentation. Nous sommes donc tout à fait complémentaires. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre, mais il faut nous coordonner, il faut accepter cela. Pareil pour le pharmacien. Les patients dans les maladies chroniques, le but du traitement, c'est qu'il ne se passe rien. Un diabète, c'est qu'il n'y ait pas de coma. Une ostéoporose, c'est qu'il n'y ait pas de fracture, etc. S'il ne se passe rien, les patients, fort justement, probablement, ont tendance à se dire ça ne sert à rien. Donc, beaucoup arrêtent. Le rôle du pharmacien et de tous ceux qui sont autour du patient, c'est de dire, mais madame ou monsieur, votre traitement pour le diabète, il ne se passe rien, tant mieux. C'est justement pour ça qu'il faut faire vos piqûres d'insuline. C'est pour ça qu'il faut faire des prises de sang. C'est contraignant, mais ça vous donne une qualité de vie bien supérieure à celle que vous auriez si nous n'étions pas tous ensemble autour de vous. Et un des problèmes est aussi de faire en sorte que nous ayons tous le même discours. Vous savez bien que si l'un d'entre nous, l'un de l'équipe autour du patient dit l'inverse de ce qu'a dit un confrère ou un collègue, qu'il soit médecin, pharmacien ou autre, le patient, il se dit « Ouh là là, tout ça, c'est pas très sérieux, j'abandonne tout » et il perd des chances. Et pour notre société, c'est également une perte financière parce qu'il va apparaître chez le patient des complications qui vont coûter cher, des hospitalisations et en outre, la qualité de vie du patient va être considérablement altérée. Donc, il s'agit de se mettre à plusieurs autour du patient pour l'aider. Ensuite,
reste à prendre conscience de l'ensemble du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes habitués à parler à quelqu'un en dialogue avec le secret médical, c'est-à-dire un dialogue d'homme à homme ou d'homme à femme, peu importe, mais nous sommes à deux. Il est difficile, là aussi, conceptuellement, de prendre en compte l'ensemble des problèmes. Et nous découvrons, moi en particulier, ou d'autres, que les médicaments que nous prescrivons finissent dans la nature. Par exemple, alors, dans le cadre des actions que nous allons mener des actions de formation One Health. Dans ces formations One Health, nous allons avoir des webinaires et des rencontres avec l'Agence de l'eau, avec des organismes comme les vôtres, et un médecin comme moi, qui a pourtant une certaine expérience, comme dirait Madame malheureusement, mais enfin je suis pas sûr que c'est malheureux que ça, mais j'ai été très surpris qu'on me dise, mais vous savez, les médicaments que vous prescrivez, ils sont éliminés par les urines et par les selles. Tout ça part dans la nature et finalement, ça se retrouve dans les champs, enfin dans l'agriculture, etc. Ce sont des notions dont nous n'avions aucune idée. Alors vous dites des choses simples doivent être expliquées. Voilà quelque chose de simple qui doit être expliqué. Nous savons bien que les médicaments, un certain nombre partent effectivement dans la poubelle parce que les patients n'ont pas l'habitude de les ramener chez les pharmaciens. Nous nous sommes inscrits dans le Cyclamed, qui est de ramener les boîtes non utilisées ou périmées chez le pharmacien, lesquels pharmaciens ont mis en place tout un système pour prendre en charge ces médicaments et faire en sorte qu'ils ne finissent pas ni dans les poubelles, ni dans les égouts, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une formation, certes des médecins, mais également des patients, et nous pensons que nous sommes très bien placés dans nos cabinets, dans notre tête-à-tête et dans la salle d'attente également, pour faire en sorte que le patient prenne conscience que les médicaments qu'on lui donne, ils sont pour lui, pour un certain temps, sur une indication bien précise, et non pas pour les prendre un peu n'importe comment, en particulier les antibiotiques, et pour les jeter à la poubelle ou les donner au voisin lorsqu'il a à peu près le même genre de traitement. Tout ça c'est une éducation du patient qui n'est pas si simple, parce que, comme vous disiez, madame, dans notre génération, on prenait des antibiotiques immédiatement dès qu'on avait de la température. Et faire passer le message au patient, c'est une chose. Faire en sorte qu'il le fasse, c'en est encore une autre. Notre rôle, c'est aussi celui-là. Donc nous sommes très demandeurs de formation parce que nous découvrons un monde et pour être plus efficace et surtout pour ne pas nuire ni aux patients ni à la collectivité. La formation des médecins en termes d'antibiorésistance, par exemple, est extrêmement importante. Et je dois dire que, étant un médecin senior, comme on dit, c'est un plaisir d'apprendre et de comprendre ce qui se passe. La médecine fait des progrès considérables ces derniers, depuis l'an 2000. L'immunothérapie, c'est extraordinaire. Les biothérapies, moi, rhumatologue et mes collègues, nous avons vécu les périodes où des patients quasi grabataires se mettaient à remarcher. Et je pense que vous imaginez l'émotion du médecin quand tout d'un coup on voit un malade qui n'en pouvait plus et qui était en train de se dégrader à petit feu et qui en l'espace de 3 mois revient, et je me souviens, ils étaient au bout du couloir, les bras levés, et regardez docteur, je marche. C'est de manière extraordinaire. Pareil pour l'immunothérapie. Nous voyons des malades, pas tous bien sûr, mais quand même, bourrés de métastases. 6 mois après, il n'y a plus rien, sauf qu'ils ont des rhumatismes. Mais bon, ça, on les soigne. Je veux dire, l'évolutivité de la médecine, les progrès qui sont faits sont considérables. Il s'agit de les valoriser, c'est-à-dire d'éviter que ça se transforme en effet secondaire ou en mauvaise utilisation de notre part à nous, c'est la formation, et de la part des patients. La formation avance, puisque, par exemple, dans le congrès annuel de la Société française de rhumatologie qui a lieu au mois de décembre, nous avons eu une séance One Health où nous avons parlé de ce que nous pouvons faire et des problèmes que nous pouvons aborder. C'est un début.
Mais nous commençons à être conscients de ce genre de choses. Et encore une fois, le fait d'être un senior, c'est aussi ressentir le plaisir d'apprendre et de comprendre que nous sommes plus efficaces. C'est aussi le plaisir de coopérer avec d'autres. Le monde médical est ce qu'il est, mais coopérer avec un pharmacien, une infirmière, une diététicienne qui apporte une vision différente aux patients, c'est aussi un plaisir. Nous, médecins, je le dis en toute modestie, on est un peu pris pour des scientifiques. Voilà, le patient n'aime pas toujours dire ce qu'il ressent. Ça va être plus facile avec une infirmière, avec une diététicienne, avec le pharmacien aussi. Et tout ça est complémentaire. Le pharmacien va peut-être répondre à des questions que le patient n'a pas osé poser, parce que le docteur, vous comprenez, ceci, cela. Mais il est essentiel que le patient comprenne pourquoi on lui donne tel traitement, pourquoi il faut le prendre à jeun ou au milieu du repas, pourquoi il faut l'arrêter à tel moment, et ainsi de suite. Et là encore, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Alors, je voudrais dire aussi à madame, vous avez dit que vous cherchiez, vous étiez très content d'avoir une collaboration avec des gens qui sont ouverts, intelligents et sympathiques. Nous sommes tous dans notre CPTS ouverts, intelligents et sympathiques. Vous avez dit que vous aimiez bien les jeunes. Il y a quelques vieux comme moi, mais aussi beaucoup de jeunes. Donc, ils seraient probablement très contents de travailler avec vous. Et nous sommes aussi très demandeurs de coopérer avec l'administration au sens large. L'ARS Grand Est, dont nous dépendons, s'intéresse à nous. Nous sommes dans une démarche un peu bottom-up, c'est-à-dire nous connaissons un certain nombre de problèmes, nous attendons des réponses. L'ARS donne des lignes directrices que nous respectons, mais la coopération doit se faire dans les deux sens. Si les autorités de santé nous donnent des structures à appliquer et des protocoles à appliquer, et ces protocoles souvent ne correspondent pas à notre demande, et mieux vaut rédiger les protocoles avant avec nous, ou avec ceux qui vont s'en servir, pour qu'ensuite ils soient réellement mis en place et efficaces. Et nous sommes très demandeurs d'avoir des coopérations dans ce sens. Alors j'ajoute que je parle en mon nom. Il y a ici les représentants d'un syndicat de médecins. Je pense que vous partagez ce genre de réflexion. Donc voilà, nous demandons des formations et nous les mettons en place progressivement. À Nancy, nous avons la chance d'avoir Madame Pulsini, qui est référente nationale pour l'antibiorésistance. Nous intégrons aussi dans l'idée de bien vieillir, qui est une idée nationale, c'est-à-dire de prendre en charge le patient dans son ensemble, dans sa polypathologie, et aussi dans son environnement, c'est-à-dire la santé animale et même la santé végétale, dont nous avons parlé ensemble tout à l'heure, nous intéresse beaucoup. Nous n'avons pas de notion là-dessus, mais nous sentons bien qu'il y a là des problèmes. C'est un plaisir, encore une fois, d'apprendre à ce niveau-là et de pouvoir apporter quelque chose en plus à nos patients. Nous avons mis en place, avec l'aide du conseil régional, du conseil départemental, un bus éco-responsable, bien sûr, qui va se rendre dans le fin fond de nos départements, chez des patients qui n'ont pas toujours accès facilement aux soins. C'est le protocole Aller Vers que développent les ARS pour aller voir les patients comment ils vivent, essayer d'arranger ou d'améliorer, de leur expliquer comment ils peuvent faire pour être mieux dans leur peau, comme on le dit, c'est-à-dire d'avoir une qualité de vie supérieure, par exemple en aménageant leur logement pour éviter des chutes chez les personnes âgées, par exemple en faisant attention de ne pas utiliser des pesticides dans leur jardin ou dans leurs plantes, et ainsi de suite. Tout ça est extrêmement intéressant. Ça nous sort de nos cabinets, comme disait un ministre il y a quelques années, et ça nous permet de coopérer à plusieurs, c'est-à-dire d'être plus efficace et d'apprendre, et c'est certainement là que se trouve l'avenir des jeunes. Merci de m'avoir écouté. Merci Didier. Ce qui me fait plaisir, c'est ça, c'est que il y avait une espèce de puissance immanente du médecin et qu'on est obligé de partager maintenant. Et je crois qu'on partage ses compétences et que ça améliore la vie des patients et aussi la vie très certainement des professionnels.
Mais ça a cet avantage au moins d'avoir une vision qui soit une vision globale autour du patient et pas simplement celle qui est malheureusement celle qu'on trouve le plus souvent en pratique hospitalière, qui est celle centrée autour d'un organe. Donc on n'est pas qu'un organe, on est aussi une personne. Et je crois que très souvent la médecine a fait un peu l'impasse sur ce côté justement humaniste, globalisant, pour se centrer sur quelque chose de technique. Et je trouve qu'on y perd un peu notre âme. Alors, j'ai passé la parole tout de suite à Michel Maillat, qui doit être en visio. Michel, bonjour. Vous nous entendez? Alors, nous, on ne vous entend pas. Allez-y, allez-y. Voilà, est-ce que vous m'entendez cette fois? Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Tramail et vous avez pris plusieurs initiatives. Et on parlait du rôle des élus locaux justement dans One Health. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez fait pour faire avancer les choses? Et encore merci de votre présence, même en distanciel. Et on vous souhaite un prompt rétablissement, comme on dit, pour utiliser une expression consacrée. Vous avez la parole. Très bien, merci. Oui, je prends donc la parole en vous remerciant de cette invitation. J'ai des problèmes de son. Oh. Je ne sais pas comment. On vous entend, il n'y a pas de problème. Allez-y, Michel, il n'y a pas de problème, on vous entend. Alors, attendez, oui, je vois ce qu'il faut que je fasse, oui. OK. C'est ça. Oui, voilà, voilà. Je pense que ça va mieux maintenant comme cela. Donc, merci pour cette invitation. Je suis maire de la commune de Tramail depuis 1995, donc 5e mandat. Mais c'est au cours du 2e mandat que j'ai pris conscience que les élus, en particulier en milieu rural, pouvaient avoir un rôle important sur la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, le lien avec la santé et le dérèglement climatique, eh bien, je dirais tout simplement qu'il suffit d'aller regarder l'intervention hier à France Info de la directrice de l'Institut Pasteur qui alerte contre une évolution rapide d'émergence de pathogènes due au chaos écologique. C'est-à-dire qu'à cause de notre non-action vis-à-vis du dérèglement climatique, eh bien, il y a des animaux potentiellement porteurs de maladies qui sont en train de migrer et de gagner des terrains. Et donc, on est vraiment, je dirais, tous concernés par ces thématiques. Alors, rapidement, je vais exposer 3 sujets que nous avons traités à Tramail et qui pourraient avoir des incidences sur la santé. Le premier sujet concerne la création d'un réseau de chaleur biomasse pour notre propre commune. Alors, c'est une commune de 1000 habitants. Au sein de cette commune, nous avons plusieurs équipements municipaux, écoles, mairies, bibliothèques et autres. Nous avons aussi un EHPAD d'une centaine de lits, une maison de santé pluridisciplinaire, et puis, bien entendu, différents services commerces. Et nous avons décidé en 2003 de mener une étude pour la création d'un réseau de chaleur pour alimenter les bâtiments publics, l'EHPAD, maisons de santé et autres. Lorsque nous avons fait cette étude, bien entendu, il y avait le problème de la pollution que pouvait apporter
une chaufferie bois sur une commune rurale. On connaît la problématique, on sait que toute combustion apporte des inconvénients et il fallait regarder si il y avait un avantage entre guillemets écologique à véritablement basculer sur une chaudière biomasse d'1,2 MW. Donc, on s'est quand même renseigné, on a regardé un petit peu ces sujets, et puis nous étions convaincus de l'opportunité de cette opération. Il y avait une opportunité financière, il y avait une opportunité écologique en termes d'émissions de CO2, mais il y avait aussi ce questionnement sur les émissions au niveau de nos fumées. Comme nous étions une des premières collectivités de Saône-et-Loire en milieu rural à s'engager dans ce genre de démarche, les subventionneurs, et en particulier le conseil départemental de Saône-et-Loire, ont insisté pour que nous ayons une étude comparative au niveau des émissions entre la solution pré-installation de notre chaufferie et la solution post-fonctionnement de notre chaufferie. Et donc, en octobre 2006, pendant un mois, la société Atmo a fait des mesures de polluants à proximité de l'école maternelle, salle des fêtes, qui était l'emplacement que nous avions à peu près retenu pour notre chaufferie biomasse. Donc, pendant un mois, il y a eu mesure de différents polluants, particules fines, mais pas que. L'année suivante, octobre 2007, la chaufferie était en parfait fonctionnement et à nouveau, la société Atmo est venue faire des mesures de polluants durant un mois. Les résultats ont été relativement intéressants dans le sens où, eh bien, tout d'abord, on a constaté que 2006 ou 2007, eh bien, l'air de Tramail était moins pollué que le milieu urbain. Donc, c'était déjà une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, qu'en 2007, en définitive, nous étions moins pollués qu'en 2006. Moins pollués, et effectivement, il faut bien réaliser qu'en 2006, pour chauffer, eh bien, nous utilisions du chauffage au fioul et que ce chauffage au fioul a aussi des émissions, je dirais, de certaines composants qui ne sont pas spécialement indiqués pour une bonne santé. Donc, en définitive, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui était intéressant. Et pour revenir plus spécifiquement sur ce qu'on appelle les particules fines, les PM10 ou PM05, comme nous avons une installation qui est très lourde techniquement, qui est industrielle, eh bien, il y a des filtres qui sont installés, il y a des systèmes de post-combustion qui sont donnés dans les gaz avant de les rejeter, si bien que nos émissions de particules fines sont extrêmement limitées. Elles existent, mais très limitées. Et pour faire le comparatif, je dirais que cette chaufferie fait des émissions de particules fines équivalentes à 2 foyers cheminées ouvertes individuelles. Donc, on chauffe beaucoup plus de volume avec cette chaudière que les 2 foyers. Évidemment, comme je le dis, il y a toujours des incidences environnementales lorsque l'on crée de l'énergie. La meilleure énergie, celle qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Alors, pour essayer de réduire nos consommations d'énergie, nous avons fait des travaux, et en particulier des travaux de rénovation globale sur des bâtiments. Rénovation globale, ça veut dire qu'au niveau du bâtiment, on enlève tous les usagers et pendant un an et demi, eh bien, on fait l'ensemble des travaux d'isolation, de changement de chauffage et de remédiation, par exemple, vis-à-vis des émanations carbone et autres. Et donc, on fait un projet très lourd, mais qui, en définitive, nous permet d'obtenir de très bons résultats du point de vue thermique, mais aussi de très bons résultats, par exemple, sur le confort d'été.
parce que de plus en plus maintenant, nous sommes confrontés à cette problématique de surchauffe en plein été. Et en faisant des choix de matériaux biosourcés, nous arrivons à limiter sérieusement ces problèmes de surchauffe parce que ces matériaux ont un déphasage thermique très intéressant. Donc nous sommes avec, je dirais, quelque chose qui est plus performant. Néanmoins, nous sommes confrontés à des problématiques. La problématique que nous avons rencontrée, c'est par exemple quand nous avons refait notre groupe scolaire, nous avons installé un système double flux dans ce groupe scolaire pour assurer une bonne ventilation d'un groupe qui était relativement étanche à l'air. Le petit inconvénient, c'est que par exemple, dans la grande salle d'évolution de ce groupe scolaire, donc une salle type gymnase un petit peu, eh bien, l'installateur a placé la bouche d'insufflation pratiquement à 3 mètres de la bouche d'aspiration, alors que nous avons une salle qui doit faire 15 mètres par 8 mètres. Et donc, ça veut dire que, eh bien, on insuffle de l'air frais, mais on le récupère tout de suite. Et on ne brasse pas véritablement l'air dans cette salle. Et ça, ce sont des problématiques que nous avons rencontrées après l'installation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore à former, informer, tout ce qui concerne, je dirais, notre maîtrise d'œuvre et aussi les entreprises. Alors, on a pu faire ce constat parce que nous avons été accompagnés par le CEREMA, qui est un centre d'études national dépendant de l'État, et qui justement est venu voir ce que nous avions fait en termes énergétiques et écologiques dans notre rénovation globale. Et nous a démontré que là, il y avait un problème. Comme nous avons eu de bons échanges avec le CEREMA, eh bien, nous l'avons missionné, ce centre d'études, sur une rénovation globale d'une ancienne gendarmerie pour y faire 10 logements pour des particuliers. Comme nous sommes en zone 3, émanation radon, eh bien, le CEREMA, en lien avec différents organismes, dont en particulier l'Agence régionale de santé, nous a incité à faire une étude spécifique sur le traitement du radon dans notre chantier. Et donc le CEREMA est intervenu dès le début du chantier à l'élaboration de ce que l'on appelle les cahiers des clauses techniques particulières pour donner des consignes pour éviter que ce radon, qui est un gaz toxique émanant du sol, ne se retrouve piégé, entre guillemets, dans les appartements pour lesquels nous essayons justement d'éviter d'avoir des fuites d'air et donc de radon. Et donc, il faut, premièrement, essayer de limiter ces émanations de radon dans ces appartements. Et ça veut dire que, guidés par le CEREMA, nous avons coulé des dalles au rez-de-chaussée, mais avec des films spéciaux pour limiter très fortement les montées de radon dans les appartements. Ensuite, le CEREMA, en lien avec l'ARS, a formé les entreprises, les artisans, et leur a expliqué comment faire au niveau de l'étanchéité à l'air pour justement faire en sorte que ce gaz ne remonte pas dans les appartements à chaque percement de dalle. Donc, il y a eu des formations sur place, il y a eu des capteurs qui ont été placés. Tout ça, ça a permis de faire une étude très complète qui a été exploitée ultérieurement par le CEREMA et qui a permis de montrer que nous étions en dessous, au niveau des appartements, en dessous des normes pour l'acceptabilité donc du radon dans ces appartements. Donc, on avait atteint nos objectifs, mais que par exemple, il y avait encore des remontées de radon par les murs de pierre. C'est-à-dire qu'on a bien isolé la dalle, mais nos murs de pierre n'étant pas parfaitement étanches,
eh bien, il y avait sur les périphéries des remontées de radon parasites. Et donc, ça a permis au CEREMA d'avancer en termes de connaissances et puis d'avoir, je dirais maintenant, d'autres pratiques et d'inciter, je dirais, les futurs donneurs d'ordre à travailler un petit peu différemment. Je dirais que le gros inconvénient de tout ça, c'est qu'on est relativement peu, en termes de collectivité territoriale, à s'engager sur toutes ces études et ces travaux. Généralement, on va à l'essentiel, on doit rénover notre école. Bon, eh bien, allez, on respecte la réglementation thermique en vigueur, et puis on est content de nous. On n'essaye pas d'aller plus loin, on n'essaye pas d'en profiter pour faire des mesures qui peuvent être ensuite validées et utilisées pour l'ensemble, je dirais, des rénovations d'écoles ultérieurement. Alors, j'espère que nous aurons plus de prise de conscience et que nous pourrons effectivement faire avancer tous ces travaux, toutes ces rénovations dans le bon sens. Comme je vous l'ai dit, on est confronté à des problèmes, eh bien, par exemple, de limiter les échanges par fuite d'air avec l'extérieur, mais il faut aussi que l'on assure une aération correcte. Il faut aussi que l'on fasse attention dans nos travaux à ne pas apporter des polluants simplement avec des meubles qui utiliseraient des cols qui émettent des polluants. Et tout cela, je dirais, eh bien, il faut informer les élus, il faut informer les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage et aussi les maîtres d'œuvre pour que, ensemble, nous puissions véritablement aller vers une meilleure santé au sein des habitats, mais aussi à l'extérieur, comme je l'ai dit dans le cas de notre chaufferie-bois. Je vous remercie et je peux éventuellement essayer de répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Michel. C'est tout à fait intéressant de voir sur des communes qui sont des communes rurales en particulier, des élus locaux qui prennent cette question de la santé environnementale à bras-le-corps et qui peuvent ainsi partager des constructions durables et des concepts durables avec leurs concitoyens en accord avec le reste de la société, parce que je ne sais pas si vous avez expliqué ça à vos professionnels de santé qui sont autour de vous, mais je pense qu'ils seraient particulièrement intéressés par le fait de connaître justement les améliorations que vous avez pu apporter. Alors, avant de prendre quelques questions, on est un petit peu en retard, je dois reconnaître, mais je voudrais passer la parole à Joël Limousin. Joël, est-ce que par rapport à justement la question du One Health, est-ce que les outils mis à disposition des agriculteurs pour se prémunir contre les crises existent? Quels sont-ils et comment peut-on les améliorer? Bien, merci Olivier. Donc merci à Michel donc, de m'avoir invité, et c'est un grand plaisir d'être parmi vous dans cette Académie de l'agriculture. Et en tant qu'agriculteur pendant plus de 40 ans et ayant pris ma retraite depuis 2 ans, je puis vous assurer que ça fait du bien de voir tout le travail, et je suis impressionné bien évidemment de voir depuis les années, j'ai appris des choses comme Emmanuel Soubiran ce matin sur toute l'origine. Il est vrai que le monde agricole et toutes les interventions qui m'ont précédé, et je remercie Madame Laval tout à l'heure donc d'avoir insisté sur des sujets mais alors, qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. C'est en plein dans toutes nos préoccupations au quotidien. Et avec Anne-Elisabeth tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a présenté parce qu'on travaille en étroite collaboration, et les GDS, les groupements de défense sanitaire, comme tu l'as rappelé, ont été créés bien sûr par les agriculteurs, et on a une vraie fierté d'avoir mis en place ces structures-là au service des agriculteurs.
Et j'ai apprécié aussi, Olivier, la présentation préliminaire que tu as pu faire concernant tous ces enjeux de silos. Et c'est vrai que c'est important, si au moins cette conférence peut servir à nous rapprocher. Et le médecin qui est à côté de toi vraiment a bien mis en évidence que même dans le monde de la médecine, entre des gens qui se connaissent bien, et il y a aussi cette étanchéité. Alors, le chantier immense que nous avons à avoir entre le monde vétérinaire et le monde de la médecine humaine. Et je pense qu'on a un tas d'exemples qui ont été rappelés ce matin, qui sont fondamentaux pour pouvoir nous rapprocher et en tirer des vrais retours d'expérience. Et ces retours d'expérience, eh bien, on les a, ils ont été expliqués par Emmanuel, je ne vais pas trop élargir là-dessus, mais simplement rappeler que la profession agricole s'est vraiment mobilisée. Comme vous le savez, donc j'étais investi à la FNSEA sur tous les enjeux, bien entendu, qu'on peut entendre ici ou là sur l'alimentation, sur les enjeux économiques, sur les enjeux environnementaux, mais aussi, et ça fait déjà des années, sur l'enjeu de l'évolution du changement climatique et des enjeux sanitaires. Et c'est pour cela que la France, sous l'impulsion donc des professionnels, on a créé, maintenant il y a 12-13 ans, un fonds de mutualisation sanitaire. Et ce fonds de mutualisation sanitaire, c'était une réglementation, pour aller à l'essentiel, une réglementation européenne qui nous donnait la possibilité, à chaque État membre, de mettre en place ce dispositif. Aujourd'hui, en Europe, la France est le seul pays, je dis bien le seul, qui a mis en place ce fonds. Et ce fonds, il est simplement, bien sûr, géré par des professionnels agricoles, mais avec des fonds qui sont et professionnels et fonds publics, État plus Europe. Et c'est vrai que c'est un enjeu important. En clair, le financement, c'est un tiers la profession agricole, un tiers État, un tiers Europe, pour faire très court. Et toute notre ambition à l'époque, c'était sur le volet de la prévention. Et bien sûr, tout ça venait en complémentarité de tout ce qui est fait par le groupement de défense sanitaire sur le secteur animal, mais aussi avec les FREDON, donc la FNGDON, c'est la Fédération nationale des groupements de défense des nuisibles. Et quand on a parlé de la leptospirose tout à l'heure, sur toutes les maladies végétales, toutes les plantes invasives, etc., enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer tous ces chantiers importants, et qui fait qu'on a un certain nombre de maladies sur les végétaux. Je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la deuxième table ronde, où on est directement impacté, bien évidemment, et souvent des nouvelles maladies qui sont venues à partir de végétaux plutôt importés. Et les maladies sont venues avec. Et que le changement climatique accélère tout cela. Et on voit dans le sud de la France un certain nombre de maladies qui étaient complètement inconnues et qui commencent à monter, et y compris aller jusqu'au nord du pays. Donc, toute cette question-là est assez importante. Et donc, ce fonds de mutualisation, eh bien, nous permet de faire d'abord de la prévention. Et j'insiste fortement là-dessus, d'abord de la prévention, pour inciter les agriculteurs, avec les outils qui existent déjà, pour pouvoir justement faire tout ce travail de prévention. Sauf qu'il arrive qu'il y a des situations dramatiques. On a parlé de l'ESB tout à l'heure, on a parlé de l'influenza aviaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer le traumatisme que ça pose pour les agriculteurs quand on vient leur dire, pour un animal positif à l'ESB, on va abattre tout votre cheptel. Psychologiquement, c'est insupportable. Et l'État a pris ses responsabilités parce qu'on a découvert le prion à l'époque, sans savoir les conséquences sur la santé humaine. Et je pense que nous avons accepté, bon gré mal gré, la décision, parce qu'on a un système vétérinaire, sanitaire sur le secteur animal, au top dans ce pays. C'est une chance inouïe, et il faut le dire et le redire, parce qu'on a des acteurs qui connaissent bien leur boulot. Néanmoins, devant cette situation de doute, eh bien, on a éliminé. Et je pense que pour nous, agriculteurs,
on n'est pas là pour empoisonner les gens, on est là pour nourrir la population. C'est notre mission première, c'est-à-dire des produits de qualité, sains, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de résidus d'antibiotiques et je ne sais quoi, donc d'où le lien avec l'antibiorésistance, et j'apprécie qu'on puisse avoir des liens sur l'origine de l'antibiorésistance. Oui, il y a eu des abus à une certaine époque dans l'utilisation des antibiotiques dans le monde animal. Sauf que déjà depuis des années et des années, eh bien tout ça, ça a fortement réduit. Et je pense qu'il y a des études qui ne sont pas suffisamment connues du grand public aujourd'hui pour savoir quelles sont les origines de l'antibiorésistance. Et force est de constater, certes, nous avons une part de responsabilité, l'agriculture, mais quand même, et merci monsieur docteur d'avoir rappelé que là aussi, dans l'utilisation des antibiotiques dans la santé humaine, il y a aussi de l'antibiorésistance qui vient par de la surconsommation d'antibiotiques par la santé humaine. Ce n'est pas que je veux renvoyer la responsabilité vers d'autres, mais c'est important qu'on se sente co-responsable pour améliorer et éviter qu'on ait ces résidus qui se retrouvent dans la nature. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait ce travail avec un certain nombre de sections et on a accompagné tous les agriculteurs. L'influenza aviaire, ça a été un traumatisme fort et on a admis aussi, comme l'a dit Emmanuel Soubiran tout à l'heure, 22 millions d'animaux qui ont été abattus parce que c'était pour les enjeux de santé humaine derrière. Parce que la grande crainte de tout le monde et de tous les spécialistes, c'est que ça mute et que ça passe la barrière humaine. Et bien évidemment, on doit assurer toute notre responsabilité. Mais n'empêche que, pour les entreprises agricoles, c'est aussi un enjeu de survie économique pour nos entreprises et nos exploitations agricoles. Donc moi, je suis sur une exploitation où on fait de la viande bovine, du lait, du porc, etc. Et vous comprenez bien que tout ce qui sort de notre exploitation, c'est pour aller dans les étals, pour nourrir la population. Et que nous, notre ambition, c'est de réduire, bien sûr, pour qu'il n'y ait aucun résidu. Sachez que sur mon exploitation, ça fait depuis maintenant 7-8 ans que nous avons fait le choix, d'arrêter de castrer nos porcs charcutiers. Bon, ben oui, ça fait partie enjeu bien-être animal. 2, réduction des antibiotiques, voire même arrêt des antibiotiques à partir du sevrage des porcelets jusqu'à l'abattage. Mais vous imaginez toute l'évolution que nous avons pu faire dans nos exploitations pour l'enjeu de la santé humaine. Et je pense que l'enjeu de transversalité que nous devons avoir entre le monde vétérinaire, nos pratiques agricoles, c'est pour ça qu'avec Agridé, c'est important de communiquer, de faire savoir à partir d'expériences, et que peut-être nous ne sommes pas suffisamment bons pour expliquer tout cela auprès de l'opinion publique. Mais nous avons besoin de vous, les médecins, pour pouvoir faire passer ces messages, de faire parler aussi les diététiciens, diététiciennes, tous les spécialistes de la santé, pour pouvoir expliquer des choses, y compris en matière d'alimentation. Que la santé, c'est d'abord par l'alimentation, avant l'utilisation des médicaments. Et c'est ça notre enjeu et notre défi que nous avons aujourd'hui sur un plan agricole, d'apporter des produits alimentaires les plus diversifiés possibles. Les gens veulent savoir d'où ça vient, comment ça a été produit. Je ne vais pas rentrer dans des grands débats géopolitiques, mais vous avez entendu parler du Mercosur, par exemple, sur les importations de produits qui ne respectent pas nos critères que nous avons chez nous. Mais si nous avons défendu cela, c'est qu'on doit avoir des règles du jeu qui doivent être identiques. Mais même au sein de l'Europe, on a des divergences avec des molécules autorisées dans certains pays d'Europe et pas d'autres, sur la production de noisettes, Enfin, vous voyez qu'il y a quand même des enjeux importants. On peut parler au niveau de l'OMS, et comme Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure, des enjeux importants pour que ça se parle un peu plus, mais même au sein de l'Europe, on voit bien qu'on a vécu des classifications, des catégorisations, des dangers sanitaires qui étaient sur un plan national, qui sont passés aujourd'hui sur un plan européen. Ça a bousculé un peu les critères, mais c'est important de pouvoir accompagner au mieux, bien sûr, les agriculteurs.
Et donc ce fonds de mutualisation sanitaire aujourd'hui nous permet d'accompagner tous les agriculteurs, bien sûr sur de la prévention, faire du curatif quand il y a besoin. L'exemple notamment de la vaccination, nous y sommes très attachés. Imaginez que lorsque le choix a été fait de faire la vaccination sur les canards, bien sûr sans rentrer trop dans la technique, mais ça a été un débat intense au niveau de la profession agricole, mais nous avons poussé, et le ministre de l'époque, Julien de Normandie, a été très enclin à dire « il faut y aller, il faut y aller ». Résultat des courses, influenza aviaire qui est venue de la faune sauvage, parce que quelque part, on a eu en plein de débats, des oppositions en disant « oui, mais c'est des problèmes d'élevage intensif, etc. » C'est pas le sujet. On a besoin de produire tout type de production, que ce soit du plein air, du bio, du label rouge ou du produit conventionnel, mais cette maladie est venue par la faune sauvage. Il faut quand même bien l'entendre sur le sujet. Donc là, les enjeux de biosécurité, ça c'est quelque chose, et avec le GDS, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Moi, dans ma porcherie, personne ne peut rentrer dans ma porcherie s'il ne passe pas par l'opération douche et changement de vêtements. Et quand j'entends que dans les EHPAD, merci d'avoir rappelé cela, ou en disant mais les gens sont libres de rentrer comme ils veulent sans masque, etc. Enfin, vous voyez les écarts qu'on peut avoir et les exigences. La peste porcine est à nos portes dans d'autres pays européens. Eh bien, la France a fait un travail important, y compris avec la Belgique, quand il y avait quand même, avec l'abattage des sangliers notamment. Bon, ben voilà. Et on a quelquefois des tensions avec le monde écologiste sur ces questions-là. Bien sûr, il faut respecter la biodiversité. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Mais respecter la biodiversité passe aussi par une régulation. On a parlé de la leptospirose. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années en Ille-et-Vilaine à une compétition de triathlon où il y a eu un certain nombre de sportifs qui ont été hospitalisés parce qu'atteints de leptospirose? Personne médiatiquement n'en a parlé. Donc je pense qu'il y a des situations importantes à évoquer. Autre exemple que nous avons mené au niveau du FMSE, et il y a le directeur du FMSE, Jean-Noël Ribéry, qui est ici, où on a évolué là-dessus, les enjeux environnementaux. On a eu des agriculteurs victimes, notamment de fumée. On a parlé de fumée tout à l'heure, mais notamment d'usines avec de la dioxine. Mais quand vous avez ces échappements de dioxine qui tombent dans le milieu naturel, nous avons des entreprises agricoles qui sont à ciel ouvert. Et donc les végétaux ont capté les dioxines. Végétaux mangés par des animaux. Et tout ça, ça rentre dans la chaîne alimentaire, qui fait que le lait, on a retrouvé des traces de dioxines dans le lait, voire dans les graisses, dans la viande. Donc vous voyez que tout cela, nous, le FMSE, on a fait ce choix d'accompagner les agriculteurs, et y compris de se substituer, et y compris sur un plan juridique, pour faire des recours contre les pollueurs éventuels. Et un certain nombre de combats qui sont très longs, plusieurs années, pour éviter que ce soit l'agriculteur qui soit livré à lui-même. Quand il y a eu l'incendie à Rouen, avec toutes les fumées, bien évidemment, là aussi, on est en première loge. Principe de précaution, amener l'État à dire « stop, on arrête de collecter le lait, les betteraves, les pommes de terre, etc., parce que ça risque de rentrer dans la chaîne alimentaire. » Tout ça mené à la destruction. Mais tout ça, ça coûte. Donc il a fallu accompagner financièrement les agriculteurs. Donc vous voyez bien que plus on fera de la prévention sur toutes ces questions-là, plus on a des chances de pouvoir éviter justement que notre alimentation soit source de mauvaise santé pour la population. Et un autre exemple sur une production qu'on connaît peu, mais la production de lapins notamment, il y a une maladie qui s'appelle la maladie hémorragique du lapin. Eh bien là aussi, on a eu des oppositions très fortes pour des enjeux économiques en disant on ne peut pas vacciner parce qu'on ne pourra plus exporter, etc. Il y a des enjeux importants qui se sont posés, sauf que maintenant on a du recul, et depuis qu'on a fait cette vaccination, eh bien aujourd'hui on arrive à maîtriser
cette maladie et éviter qu'on décime véritablement des cheptels entiers. Voilà un certain nombre d'exemples, et je ne parle pas du végétal. Le végétal, c'est quand même le feu bactérien sur plein de maladies du végétal, où on fait beaucoup de surveillance avec des structures comme le GDS, mais comme les Fredons, qui font ce travail de surveillance avec les services vétérinaires et destruction des plantes. Et je laisserai le soin tout à l'heure aux spécialistes de revenir là-dessus, mais sachez que pour nous, c'est très perturbant, y compris des végétaux ornementaux qui peuvent polluer véritablement des arbres fruitiers, etc. Et puis je terminerai par un autre enjeu qui est fondamental sur l'utilisation des molécules, que ce soit pour le soin des animaux ou pour le soin des végétaux. Sur mon exploitation, nous avons fait évoluer énormément nos pratiques, parce que c'est plutôt d'avoir une bonne santé du végétal. Plus un végétal sera en bonne santé, moins on sera amené à intervenir. Par rapport, par exemple, aux préconisations des vendeurs de produits phyto, eh bien, sur mon exploitation, on ne met qu'un tiers de la dose pour le même résultat. Parce qu'on fait de l'observation. Et pour les animaux, il ne s'agit pas de dire on arrête de soigner. C'est simplement de faire un vrai diagnostic. Et nous, on est très inquiets sur la diminution du nombre de vétérinaires, notamment parce qu'on voit dans le secteur des médecins, mais dans le monde vétérinaire, c'est la même chose. Et les zones d'élevage, s'il n'y a plus de vétérinaires, c'est des zones d'élevage qui vont disparaître. Et des territoires qui vont complètement se fermer, où on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage. Bref, tout ça, c'est quand même... Et sur la surveillance des territoires, on a besoin de ce monde vétérinaire pour faire véritablement de l'anticipation. Mais il faut quand même aussi, avec les agriculteurs, qui sont vraiment des acteurs, qui sont devenus des vrais experts, des gens de plus en plus formés, qui ont des niveaux de brevets techniciens supérieurs, des niveaux d'ingénieurs. C'est ça, la physionomie des agriculteurs d'aujourd'hui. Et qui savent vraiment faire ce travail d'anticipation. Et on a besoin d'être encore en plus forte collaboration par les pratiques et avec les nouvelles technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est rentré dans nos exploitations pour faire cette anticipation. Pas pour faire à la place de l'agriculteur, mais pour être un outil d'adaptation et de prévention. Le changement climatique, il fait vraiment partie de notre quotidien. Et on a le devoir, bien évidemment, entre le monde agricole et le monde environnemental sur la biodiversité, les premiers acteurs de la biodiversité, ce sont les agriculteurs. Je préfère le dire très clairement. On est au quotidien sur nos exploitations, bien sûr pour produire de l'alimentation, mais aussi et en même temps de protéger nos territoires, de protéger notre agronomie, de protéger la vie de nos sols. Et ça, c'est quelque chose de fort aujourd'hui. Je fais de l'irrigation sur mon exploitation. Grâce à la surveillance, on a arrêté la bourde il y a maintenant 15 ans, parce qu'on a fait ces choix-là. Mais on travaille le sol différemment, on a une vie du sol beaucoup plus importante, et avec moitié moins d'eau qu'il y a 15 ans, j'obtiens les mêmes résultats. Parce que on met en priorité la capacité au sol de capter l'eau. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut véritablement faire passer ces messages-là et non pas de rentrer dans des systèmes d'opposition. Donc voilà, je m'en arrête là-dessus, mais c'est pour vous dire que moi je suis vraiment en attente forte que One Health soit vraiment un lieu où la transversalité de nos mondes vétérinaires et des médecins puisse être encore plus fort. Ce qui s'est passé avec le Covid, ce qu'a rappelé Emmanuel Soubiran tout à l'heure, c'est un vrai retour d'expérience. N'attendons pas qu'il y ait d'autres drames sanitaires. S'il devait y en avoir, il y en aura forcément. Mais que si tous les spécialistes et l'Académie de l'agriculture peuvent faire vraiment passer ces messages-là, à mon avis, pour aider à casser les frontières entre tous ces mondes de la santé, et ça passe aussi par une décision politique des différents ministères pour se dire on se parle pour pouvoir avoir plus d'efficacité. Je vous remercie. Merci beaucoup Joël pour cette intervention
qui va tout à fait dans le sens de tous les autres intervenants de cette table ronde. Comment peut-on travailler ensemble? Comment peut-on collaborer? Comment peut-on co-construire? Plutôt que comment développer des savoirs spécifiques qu'on ne partage pas et en fin de compte qui ont beaucoup moins d'efficacité sur le terrain que si on met tout ça ensemble et que chacun sait ce que l'autre fait par rapport aux responsabilités qui lui incombent. Alors, on a pris du retard, mais c'était passionnant. Donc, ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions, on va passer à la table ronde numéro 2 et on fera les questions après. Si ça ne vous dérange pas, parce qu'autrement, on risque de mettre nos intervenants de la table ronde numéro 2 dans des situations temporelles compliquées. Et je préférerais qu'on les écoute, parce que là, justement, on va parler de désilotage, et en particulier sur le plan de la recherche.